Pour notre dernier talk, Edgar va nous parler un petit peu de plateforme. Je ne sais pas s'il y en a qui étaient là ce matin dans la keynote quand on a parlé de qu'est-ce qu'il faut enseigner aux équipes qui font du Kubernetes. Et une des questions, c'était la plateforme, est-ce que ça va être le truc magique qui va résoudre tous nos problèmes? Et ben, Edgar va apporter un son de cloche, enfin c'est pas lui la cloche, hein, je précise, mais à cette question-là. Vas-y. Merci beaucoup. On m'a dit tout à l'heure que le 18h, c'est le créneau des vaillants. Alors merci d'être là, vraiment, c'est très sympa. Donc moi, je vais vous présenter un retour d'expérience du coup de Platform Engineering orienté data sur comment nous, chez Scalo, on est venu aider les équipes métiers à être plus autonomes, et ce, grâce à notre plateforme Airflow sur Kubernetes. Bon, déjà, Scalo, rapidement, qui on est? On est une boîte B2B SaaS dans le domaine RH. On existe depuis 10 ans et on centre notre expertise autour de la planification des équipes, donc planification du temps de travail. Donc vous pouvez le voir là, une image de sur notre app principale de notre planning. Et après, au fur et à mesure des années, on est venu agrémenter différents outils, la gestion de la paie, le pilotage de la performance, signature électronique, suivi du temps, etc., etc. Et notre objectif, vraiment notre mission, c'est d'être la solution RH intelligente qui optimise la gestion des équipes de terrain. Pour parler de Scalo rapidement, en quelques chiffres, on est présent dans 20 000 points de vente, on a 500 000 utilisateurs quotidiens, on est présent dans 6 pays européens, principalement en France et en Espagne, et on est présent sur 4 secteurs, donc l'hôtellerie-restauration, industrie et services, santé et retail. Mais bon, les chiffres qui m'intéressent le plus et dont je vais parler le plus aujourd'hui, c'est les deux du dessous. Donc on est 390 salariés, et dans l'équipe data, on est 4. Donc on est 4, on est 2 data engineers et 2 data analystes. Donc comme vous pouvez le penser, on est un goulot d'étranglement. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, chez Scalo, toutes les équipes, elles ont besoin de data. Elles veulent monitorer tout leur travail via des KPI, des OKR. Elles ont un besoin de data vraiment constant. Et nous, à 4, eh ben en fait, il se passe 2 choses dans notre quotidien. Le premier, c'est qu'on a énormément de charges sur le run. Et le deuxième, c'est qu'on change de contexte constamment. Donc le fait d'être 4, on peut parler au marketing, aux produits, aux opérations, sur des problématiques différentes, sur des timelines différentes. Ce qui fait qu'en fait, pour nous, le temps qu'on passe à builder des solutions, à générer de l'insight, c'est vraiment compliqué. On se retrouve à avoir des délais vraiment importants. Du coup, les équipes, eh ben, en fait, comme on livre plus en retard, eh ben, ça les frustre. Et donc, notre impact business, il est limité. Ce qui se passe, c'est qu'on a des équipes, notamment côté opération et marketing, qui ont des capacités techniques. Ils savent coder, ils savent faire en fait leur use case eux-mêmes. Donc la réalité, c'est qu'on est un peu dans un cas de shadow IT. Comme on ne va pas assez vite, ils prennent le sujet entre leurs mains et donc viennent, grâce en plus à l'explosion de l'IA générative, développer leur propre bout de code pour faire des appels API, ce genre de choses. Le problème, c'est qu'il n'y a pas de standard, il n'y a pas de gouvernance autour de leur usage. Ce qui fait qu'on peut avoir du code qui tourne directement sur l'ordinateur et qui doit tourner sans que l'ordinateur se coupe ou qu'on perde le Wi-Fi ou ce genre de choses. Donc ce n'est pas hyper robuste et ce qui fait que pour l'entreprise, c'est un problème. Pour donner un exemple, je vais parler vraiment de notre équipe marketing qui, elle, a pour but d'enrichir notre base de données de prospects. Donc on a notre CRM qui est Salesforce, avec dedans toute notre base de données clients et toute notre liste de prospects, donc ceux qu'on veut convertir. Et le rôle de l'équipe marketing, c'est d'enrichir ces données, donc d'amener des données plus qualitatives pour que nos commerciaux, derrière, eux, ils appellent nos clients avec les meilleures informations et donc optimiser du coup, la conversion vers le fait qu'ils deviennent clients. Avant, ce travail, c'était l'équipe data qui le faisait. Le problème, c'est que nous, comme tout ce que je viens d'expliquer, on ne répondait pas assez vite. Donc le but, c'est vraiment, nous, on a vu ce sujet comme une opportunité. C'est comment est-ce qu'on peut changer le paradigme et faire en sorte que notre équipe data, plutôt que de faire et d'être vraiment un goulot d'étranglement, eh ben, on vienne amener nos connaissances à l'équipe marketing. On pouvait se poser la question de, on est 4, on n'a qu'à plus recruter. Bon, ça c'est une option, il faut qu'on recrute pour vraiment nous aider à tenir la charge, mais je pense que ce côté changement de paradigme et réflexion, c'est ça qui vraiment est important pour l'avenir de notre équipe. Donc de penser vraiment notre plateforme comme un produit et donc d'y amener des fonctionnalités. Le but donc, de la démarche, c'est vraiment
de passer de service provider à facilitateur. Donc c'est un peu comme si je faisais une analogie sur un cluster et qu'on avait ce couplage storage compute. On se retrouve finalement avec, avant, on a l'équipe data avec toutes ses capacités techniques et sa connaissance qui est capable de livrer des projets, mais on vient aussi avec de la latence. Le but, c'est de faire en sorte de découpler ça, de toujours garder cette capacité technique et cette facilité à livrer, mais du coup en autonomisant les équipes. Donc, en gros, avant, ils faisaient un ticket, ils attendaient, et le run venait ralentir les projets. Maintenant, la vision de notre équipe, c'est ils codent, on les aide à déployer, on leur fournit les standards et les outils, et nous, on se concentre sur continuer d'améliorer cette plateforme, tandis que, et du coup, d'amener de la valeur ajoutée. Donc, côté data, c'est générer des insights, faire des analyses pertinentes, etc. La grande question, du coup, c'est comment est-ce qu'on rend autonome ces équipes? Donc, nous, on a pensé à déployer une nouvelle fonctionnalité dans notre plateforme pour les aider. Et on s'est concentré dans un premier temps sur les équipes qui ont un bagage technique, donc opération et marketing. On s'est mis 4 objectifs dans ce projet-là. Le premier, c'est vraiment de supprimer le bottleneck. On veut que les équipes métiers soient totalement autonomes. La deuxième, on ne veut pas se rajouter du petit supplémentaire. On a une stack qui est vraiment conséquente, qui existe depuis longtemps, sur lequel on a capitalisé depuis plusieurs années. Le but, c'est de ne pas se complexifier la tâche. Le troisième, c'est que toute l'infrastructure soit invisible pour les métiers. Pour être honnête, ils s'en fichent un peu de savoir si leur code tourne sur un serveur ou n'importe où. Ce qu'ils veulent, c'est que ça tourne dans des délais raisonnables et qu'ils puissent maîtriser leurs coûts. C'est ça vraiment leur métrique principale. Et le dernier point, c'est que pour nous, ce soit simple à maintenir. Donc on vienne créer une nouvelle fonctionnalité, mais que ça ne nous génère pas plus de dettes techniques que ça doit nous aider à gagner. Donc notre solution, elle est assez simple. On est venu packager un repo Git. Finalement, on est venu leur fournir des librairies pour qu'ils puissent interagir avec notre infrastructure sans le savoir, et on leur a mis en fait à disposition un endroit dans lequel ils pouvaient déployer leur logique business. Donc si je reprends l'exemple d'enrichissement de données avec de l'équipe marketing, pour enrichir de la donnée, ils vont faire des appels API d'un côté, ils veulent peut-être faire des transformations en SQL de l'autre. Tout ça, en fait, ils peuvent le faire en autonomie et ils vont pusher ce code sur Git. Derrière, nous, ce qu'on leur demande, c'est uniquement de remplir un YAML, qui est un contrat qu'ils ont avec nous. Ce YAML, je vais en revenir plus en détail par la suite, mais ça va leur permettre d'être plus autonomes et surtout d'orchestrer leurs tâches. Ce repo Git, donc en plus d'avoir ajouté toute une partie packaging avec des librairies qu'on a codées nous-mêmes, on est venu y ajouter une CI/CD assez robuste. J'ai cité là 3 exemples de ce qui est fait dans cette CI/CD. Donc le premier déjà, c'est qu'on va s'assurer que le YAML, il est valide. Il correspond bien à ce dont on a besoin. On ne veut pas avoir un YAML qui est complètement décorrélé de ce qu'on peut leur permettre de faire. Le deuxième, c'est que nous, on les pousse à tester leur code. Donc on vient les aider, les accompagner pour faire en sorte que leur code respecte les standards de développement et donc on leur offre la possibilité d'avoir du testing. Le dernier, c'est évidemment du coup le build d'une image, donc dans un registry, chez nous c'est sur Amazon. Le cœur de notre infrastructure, donc c'est la partie verte, ça va être Airflow. Airflow, il est déployé sur Cube chez nous depuis 3 ans. Il tourne hyper bien, on est très content. Donc la solution qu'on a mis en place, c'est uniquement d'utiliser un sidecar GitSync qui va venir se connecter au repo Git et simplement récupérer uniquement le YAML. Ça fait qu'on a des sidecars très légers, ça ne complexifie pas notre architecture. Et derrière, Airflow, lui, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir extraire donc, de ce YAML les différentes tâches et les orchestrer. Donc dynamiquement, il le fait en autonomie. Nous, on a packagé donc, dans Airflow différentes tâches qui permettent d'interagir avec les infrastructures qu'on veut. Le premier, donc là c'est un exemple, il y en a plus que 3, mais le premier c'est qu'on permet l'update dans Salesforce. Donc évidemment, dans le cadre de notre projet marketing, ça a du sens. Le deuxième, ça va être qu'on va permettre d'envoyer un message dans Slack. Nous, Slack, chez Scalo, c'est vraiment l'outil qui est le centre de tout, avec énormément de documentation, là où les équipes interagissent. Donc ça a du sens aussi de venir accompagner les équipes dans leur usage. Et le troisième point, c'est que nous, du coup, leur code applicatif, on va le lancer dans un PodCube. Et c'est grâce à ça qu'on peut, du coup, lancer du code facilement. Le spoiler, il y a vraiment 2 zones où on a mis beaucoup de temps, où c'est là où la charge a été la plus importante. Le premier, ça va être sur Airflow, donc pour créer la factory qui va permettre de lancer toutes les tâches.
Et la deuxième, c'est accompagner les métiers aussi dans l'utilisation de Git, parce que tout le monde ne connaît pas Git. Donc il y a tout ce côté formation qui est à faire. Bon, voilà un exemple du coup de contrat d'interface qu'on a avec eux. Donc on se retrouve avec plusieurs parties. Bon, il y a la version pour gérer la compatibilité, les descriptions qui est honneur, bon ça c'est bien. Il y a le premier point sur lequel je voudrais insister, c'est le côté scheduling. On laisse en fait la main aux équipes métiers de scheduler leur pipeline en fait à la granularité qu'ils veulent. Donc, ensuite, on a toute la partie sur les tâches. Donc, on voit différentes tâches qui reprennent le schéma précédent. Donc, la possibilité d'envoyer un message sur Slack, la possibilité de run du SQL. On a aussi laissé la possibilité du coup de lancer des tâches en parallèle pour les équipes qui aimeraient optimiser un peu leur pipeline. Et après, on a toute la logique de lancer des pods Kubernetes et donc de leur laisser la commande, de dire OK, quel script ils veulent lancer, et puis ainsi de suite. Et le dernier point sur lequel ce contrat nous permet d'aller, c'est ce côté un peu gestion de la charge et aussi protéger l'infrastructure existante, notamment celle de Salesforce. Quand on laisse une équipe faire des appels API à Salesforce alors qu'on a des quotas d'API, c'est important de pouvoir vraiment gérer ça. Et pour nous, c'était une plus-value de notre part. Et aussi, c'est plus simple pour nous de gérer le retry de cette manière-là en batchant. Comment est-ce qu'on garantit une exécution robuste? Ce qu'on ne veut pas, c'est que le pipeline d'une autre équipe vienne mettre à mal notre infrastructure et vienne générer des interruptions de service. Donc quand on parle de robuste, on veut une infrastructure scalable, donc qui peut gérer les pics de charge, mais on veut aussi être robuste dans nos standards et donc utiliser une manière unifiée de gérer nos secrets et également d'avoir ce côté FinOps autour pour optimiser tous nos coûts. Donc pour ça, je vais présenter là les 3 outils qu'on a dans notre cluster cube depuis plusieurs années maintenant, mais que je pense que pas mal d'entre vous connaissent et probablement mieux que moi. Le premier, c'est vraiment pour unifier dans nos standards la partie gestion des secrets. Donc on a déployé depuis quelques temps External Secret. Donc External Secret, sa particularité, c'est qu'il va venir directement se connecter à Amazon avec des credentials et soit dans le Parameter Store, soit dans le Secret Manager, et convertir en fait ces secrets en secret Kubernetes. Ça amène 3 points vraiment intéressants. C'est le premier que du coup notre Vault sur AWS, c'est notre source de vérité. Donc le but, c'est qu'il n'y ait pas d'autres secrets qui se baladent. Ça ajoute de la sécurité. Quand on travaille avec des équipes métiers, ça leur permet d'avoir des standards et des best practices et d'éviter en fait d'avoir des secrets qui se baladent dans des fichiers .env ou en clair dans le code ou dans Git. Et également, ça permet aussi de faciliter la synchronisation. On a uniquement à changer le secret dans AWS et en fait, il est directement changé dans Kube. Le deuxième point, c'est vraiment ce côté auto-scaling. Donc nous, depuis pas mal de temps, on a Keda en production. Keda, bon, vous le savez déjà, mais je le rappelle pour ceux qui ne le connaîtraient pas, il permet de se connecter à des queues et du coup, il va permettre de scaler les pods en fonction de la charge dans les queues. Ce qui est intéressant dans le cadre d'Airflow, c'est qu'Airflow, il ne push pas dans une queue, il va pusher directement dans Postgres. Et Keda, du coup, comme il a beaucoup de connecteurs, il se connecte aussi à Postgres, il fait la query dessus pour voir le nombre de tâches qui vont arriver, et du coup, il va scaler en conséquence. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Et bon, le point que moi j'apprécie le plus dans Keda, c'est qu'il y a le scale to zero, ce qui fait qu'on peut aussi économiser quand il n'y a pas de charge. Le troisième outil et le dernier, celui qui me plaît le plus, c'est vraiment Carpenter. Donc, il y a eu un super talk ce matin à propos de Carpenter et Argo. Je vous conseille, si vous ne l'avez pas vu, de voir le replay parce qu'il parlera plus en détail de l'implémentation dans Cube. Et en gros, son rôle, c'est vraiment de voir des pods pending et de scaler, du coup, de créer les nœuds en fonction de la charge. Donc, nous, on est hyper contents parce que de ce qu'on a pu voir, les nœuds ils sont dispo en environ 45 secondes. C'est quand même très rapide. Ce qu'on aime beaucoup aussi, c'est qu'on va pouvoir laisser la granularité, dire à Carpenter, pour tel workload, on donne tel type d'instance. Et lui, en fonction des limites et requests qu'on a mis dans nos YAML cubes, il va choisir automatiquement la taille d'instance qui correspond aux besoins. Les 2 derniers points, c'est ceux que moi je préfère, notamment lorsqu'on met à disposition des pipelines à des métiers, c'est le côté consolidation. Dès qu'il y a un nœud qui ne va pas être utilisé, Carpenter va le voir
Et vraiment, s'il reste pendant une période de temps inutilisé, il va aller vite. Donc du coup, on n'a pas de nœud qui traîne, et donc ça nous permet vraiment d'économiser. Et le dernier, c'est ce côté capping des ressources. Donc en fait, on va venir définir un nombre de CPU et de RAM maximum qu'on autorise dans un pool de nœuds, donc dans un autre pool. Et en fait, Carpenter, il va voir en fonction de la charge si en fait on dépasse ou pas, et il va bloquer. Ce qui est intéressant, c'est que dans notre logique, nous, avec des métiers, on va pouvoir se mettre d'accord, leur dire on vous donne une taille de ressources qu'on a estimée, et comme ça, nous, on est protégé. Notre infrastructure, elle va pouvoir scaler, mais pas scaler trop non plus. Donc ça, c'est intéressant. Comment ça s'orchestre dans notre infrastructure? Donc, bon, du coup, on a Airflow qui est ici. Dans le cadre, donc je vais toujours revenir sur le pipeline marketing, où il a déployé son code sur Git, son code Python, qui va faire un appel API, admettons. Donc ça, c'est vraiment un PodCube qui va se lancer. Donc ce PodCube, il va être pending, c'est la partie du bas. Carpenter va détecter ces pods pending. Il va venir du coup appeler l'API Amazon, lancer les nœuds qui correspondent du coup aux ressources demandées. Une fois que ces nœuds sont provisionnés, les pods peuvent être schedulés correctement. Et du coup, External Secret, lui qui a converti les secrets depuis notre Vault en secret cube, on va pouvoir monter ces secrets dans le pod, et donc le pod va être running. Dans le cadre de tâches Airflow prépackagées, comme j'en ai parlé au début, en fait, on se retrouve avec un cas un peu différent, c'est que là, c'est Airflow qui va lancer des tâches. C'est des workers Airflow qui consomment ces tâches, mais du coup, on a Keda entre-temps qui lui va voir en fait le nombre de tâches qui va augmenter ou diminuer. Et en fonction de la charge, il va pouvoir dire s'il a besoin de scaler ou pas les workers. Dans le cadre où on a assez de ressources, mettons qu'on a déjà plusieurs clusters, parce qu'on a eu des gros pipelines qu'on tournait avant, donc plusieurs nœuds, et on se retrouve, du coup, les workers vont tourner normalement, ils seront déjà schedulés, et donc on va suivre le flow classique. En revanche, s'il n'y a pas assez de ressources, finalement, les pods deviennent pending, et c'est Carpenter qui prend le relais. Donc ce qui nous permet vraiment d'avoir une infrastructure plutôt scalable. Maintenant qu'on a dit ça, est-ce qu'on a vraiment atteint tous nos objectifs? Est-ce que les objectifs qu'on s'est mis au départ, on y est arrivé? La réponse, c'est pas totalement. En gros, on a pris parti de ne pas laisser une autonomie totale aux équipes métiers. Pourquoi? Ce n'est pas du tout dans l'idée de les bloquer. On s'est dit qu'on voulait en fait amener toute notre sécurité et notre qualité dans ce qu'ils développent. Le but, c'est de les accompagner. Ce n'est pas juste de les laisser dans la nature et leur dire « tenez, mettez votre code ici, et puis ça tournera, et puis basta ». Le but, c'est vraiment de se dire « non, on va venir challenger, on va venir vérifier que les packages que vous avez mis, ils sont à la bonne version, on va venir vérifier que le code que vous faites, c'est bien ce que vous voulez qu'il fasse. On va vérifier aussi qu'il n'y a pas des secrets qui soient écrits en dur dans le code. » Comment on a fait ça? Nous, simplement, on s'est mis un code owner sur GitHub. Donc ça veut dire que dès qu'il va y avoir une PR qui est faite sur ce repo-là, on va être notifié. Donc on pourrait se dire que être code owner, du coup ça nécessite notre approval. On pourrait se dire que être code owner, c'est vraiment juste déplacer le bottleneck. On va être également bottleneck dans la validation. La réalité, c'est qu'on est beaucoup plus véloce à valider une PR qu'à builder tout un système et faire des appels API, ce genre de choses qui vont nécessiter beaucoup plus de testing. Donc en gros, nous, valider une PR, ça nous prend quelques minutes, surtout quand on est bien au courant du contexte. Venir faire tout ce que le marketing fait à la place, ça pourrait prendre plusieurs semaines. Sur les 3 autres points, en revanche, on est vraiment sur un carton plein, c'est-à-dire qu'on a capitalisé sur l'existant, c'est-à-dire qu'on n'a pas déployé d'outils supplémentaires, on est toujours sur notre infrastructure Airflow, Keda, Carpenter, External Secret. On a tout notre alerting qui est packagé sur Slack, et on a donc cet aspect GitOps avec toute notre CI/CD qu'on a pu mettre en place et un site GitSync. Les 2 autres points, c'est que du coup, l'infrastructure, elle n'est pas du tout visible pour les métiers. Ils ne savent pas où ça tourne. Et finalement, comme je l'ai dit au début, ce n'est pas forcément ce qui les intéresse le plus. Et le dernier point, c'est que c'est simple à maintenir. On ne s'est pas rajouté de complexité supplémentaire. Donc le run qu'on va avoir sur notre infrastructure, il va nous toucher nous dans nos pipelines et eux dans leur, mais on ne se rajoute pas de tickets en plus. Du coup, pour conclure, on avance vraiment, nous, dans cette direction d'être une équipe de facilitateurs.
Donc on passe réellement de celui qui fait faire à celui qui fait, à celui qui permet de faire. Et c'est grâce à notre cluster cube et à notre infrastructure scalable. L'impact du coup de ce projet, de cette mise en place, c'est qu'on l'a lancé il y a 6 mois. On a mis 5 semaines à le construire. Et pour nous, donc maintenant qu'on a 3 projets en production, le calcul qu'on a fait, c'est que ça nous économise 3 mois. 3 mois, ça veut dire le temps de tester les API, de faire le code, d'itérer avec les métiers et toutes les itérations qu'il y a après. Donc pour une équipe de 4, 3 projets en production qui donnent un ROI de 3 mois, c'est quand même hyper intéressant. Et du coup, nous, dans ce sens-là, on peut rediriger notre focus sur améliorer notre plateforme pour ajouter de nouvelles fonctionnalités self-service, continuer donc, dans cette partie insight et data, qui est censé être notre cœur de métier et ce sur lequel on devrait se concentrer et du coup limiter notre run. Et l'impact pour les équipes, il est majeur parce que maintenant, eux, ils gèrent la timeline. C'est-à-dire qu'ils ont leurs personnes dans leurs équipes qui sont capables de coder, qui vont du coup, non, c'est le travail à plein temps, ils ont une infrastructure scalable, mais ils n'ont plus besoin de nous demander pour faire tourner ou pour faire telle itération. Donc pour eux, c'est vraiment une situation gagnant-gagnante. La suite, pour nous, elle est de vraiment continuer dans cette voie d'autonomisation et de faire en sorte, du coup, là, on s'est attaqué aux équipes métiers qui ont des connaissances techniques. Ça va être de s'attaquer aux équipes métiers qui n'ont pas de connaissances techniques. Et bon, même si tout le monde, grâce à l'IA générative, etc., peut monter en compétences vite, nous, notre objectif, c'est vraiment de rester sur ce côté, avoir une infrastructure scalable, mais des outils vraiment les plus simples possibles pour avoir, du coup, rester dans ce ROI intéressant. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Du coup, on a un petit peu de temps pour les questions. Ouais. Merci beaucoup. Bon, super talk, et puis bravo d'avoir pris le courage de prendre un talk aussi tard. Moi, j'ai plein de questions, parce que ça m'intéresse beaucoup, le côté empower les utilisateurs. Tu parles des équipes marketing, tu dis qu'elles ont un bagage technique, mais ça veut dire qu'à la base, elles savent déjà développer du Python? Ouais. D'accord, ouais, ok. Elles savent faire du pandas, elles savent traiter des data frames. Encore une fois, c'est une question de niveau et de qualité, mais sur des actions simples, elles peuvent prendre des CSV, les traiter, en faire ce qu'elles veulent. Il manque en fait tout ce côté standard, qualité de code. Ouais, ok. Mais en fait, on est sur vraiment de l'usage Python simple, mais finalement, ils n'ont pas besoin de beaucoup plus, ils ont besoin que ça tourne. Donc quelque part, en fait, tu fabriques une sorte de plateforme serverless qui vient un peu encapsuler les calls qui sont faits aux outils finaux. Exactement. Et d'accord. Le choix de prendre Airflow pour ça, c'est parce que vous l'aviez déjà? Oui, tout à fait. En fait, on s'est vraiment dit, on l'a déjà, on utilise déjà des YAML, on utilise déjà du GitSync, etc. Le but, c'est de juste le déporter. Ok. Est-ce qu'il y avait d'autres outils dans la balance? Je pense par exemple à un Jupyter Notebook, par exemple, ou ce genre de truc? Non, pas du tout. Non, vous n'aviez pas ce genre de truc? Non, on s'est vraiment dit que on voulait limite nous aussi pouvoir utiliser ce genre de pipeline dans nos cas d'usage. Donc en gros, on est parti de nous, plus après d'un usage métier, et on a juste déporté ça dans un repo Git. Ok. Alors j'ai plein de questions. Je ne sais pas s'il y en a d'autres d'ailleurs. Sinon, j'ai plein de questions. Tu présentes donc tu as packagé un dépôt GitHub. Ouais. Est-ce que ça veut dire qu'ils forkent le dépôt et ils utilisent chacun un fork du dépôt, ils font une pull request et en fait le pipeline ne tourne que sur le dépôt central, par an? Ou est-ce qu'ils sont habilités à faire des branches sur le dépôt central et c'est au moment de la merge request dans le dépôt central que ça se passe? Enfin, c'est quoi la cinématique entre ce que tu leur fournis, ce que eux peuvent dériver et le moment où ça s'exécute? On a pris le parti de faire un repo par projet. Et donc en gros, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a templatisé sur GitHub. Ouais, okay. Et du coup, avec Terraform, on vient générer directement nos repos GitHub à partir de ces templates-là. Donc pour eux, du coup, en fait, tout le monde est uniforme avec une même base. Et après, on vient adapter avec eux. En fait, le but, c'est de les accompagner aussi dans l'usage. Ok. J'imagine que, vu le côté récent du truc, vous n'êtes pas encore confronté à des notions d'évolution de votre dépôt template?
Si, ouais. Ici, il faut vraiment qu'on travaille là-dessus. Je pense notamment aux librairies qu'on met à disposition. Aujourd'hui, on les a, pour aller aussi assez vite, on les a mis à disposition dans plusieurs repos. Le but, c'est d'agrémenter ce template-là avec ces notions de librairie, notamment, c'est un des exemples. Et l'idée aussi, c'est qu'ils puissent trouver une manière simple de lancer leur projet eux-mêmes, sans avoir besoin de nous, de venir nous dire, alors du coup, on va lancer ce projet. Il y a toujours Le but aussi, c'est d'améliorer cette solution et de la rendre plus automatique. Parce qu'il nous manque un peu d'automatisation aujourd'hui. C'est ma dernière question en fait. Ma dernière question c'est, aujourd'hui vous avez donc 3 services dans votre catalogue finalement. Vous en avez d'autres prévus ou comment vous envisagez ça? Est-ce que vous avez eu des demandes? Aujourd'hui, on a eu des demandes, notamment des devs, sur un gros projet de backup de DB. En fait, on vient de backuper les DB qui sont dans notre production sur nos environnements de staging et sandbox. Ça, c'est un projet qui est là depuis quelques temps parce que c'est quand même complexe. On a plus de 20 microservices et donc c'est un peu complexe. Mais on utilise en fait exactement le même process. C'est-à-dire qu'on vient mettre un YAML dans tous les projets et derrière, nous, on vient les récupérer. Et en fait, ça génère notre DAG automatiquement. Donc ça, c'est vraiment la même philosophie. Après, voilà, nous, notre objectif, c'est aussi on a, comme tu dis, un catalogue. Le but, ça va être de le faire connaître dans l'entreprise, même si on parle pas mal à toutes les équipes. Et maintenant, il va falloir passer l'étape d'après. Et on sait que pour certaines équipes, c'est comme pour ça que j'ai terminé là-dessus, pour certaines équipes, aller dans un repo Git, la marche, elle est trop haute déjà. Donc, il faut qu'on trouve la solution pour, du coup, faire la même chose, mais avec une interface, on va dire, plus simple. Ouais, ok. Écoute, merci beaucoup. Alors moi, juste pour un tips, je sais pas, un truc du genre Jupyter Notebook, ça peut être pas mal parce que ça permet de gérer des primitives et finalement, tu prends des cellules, tu les copies-colles et puis tu t'injectes dedans ta logique métier, quoi. Voilà. Plutôt que de manipuler du Git avec les notions de branche et de push et de commit, etc. Mais en tout cas, merci beaucoup pour le retour. Merci. Merci pour le talk. J'ai 2 questions. Ouais. La première, c'est donc les équipes savent faire du Python. Ouais. Est-ce que vous venez apporter les bonnes pratiques, genre les tests unitaires, faire des tests sur des données fictives? C'est le but à terme. En fait, déjà, on vient sur la qualité de code pour venir aider les équipes là-dedans. Donc, comme je parlais de Pandas notamment, on voit que quand il y a des terreaux, ce genre de trucs, moi, data engineer, ça me fait un peu tirer les cheveux, mais voilà, le but c'est de les accompagner, leur montrer pourquoi cette solution est meilleure qu'une autre et qu'ils apprennent aussi au fur et à mesure. Mais je ne vais pas le bloquer parce qu'il y a un iterose. Donc ça c'est un sujet et évidemment on essaie aussi de les accompagner sur le test unitaire, donc on essaie d'amener les bonnes pratiques et c'est pour ça qu'on s'est mis code honneur. C'est pour ce genre de sujet, pour faire en sorte qu'il y ait toujours plus de qualité dans le code. Et au niveau des ressources, comment Airflow sait la volumétrie de données à traiter pour savoir après bien sizer les requests et les limites Il ne le sait pas, c'est nous qui venons travailler avec eux pour justement le sizer en amont. Et c'est ce que je disais du coup avec Carpenter, donc on vient aussi sizer Carpenter derrière pour s'assurer qu'il est scalable en fonction des cas d'usage. Mais c'est un travail continu, c'est-à-dire plus on va avoir de projets, plus on va avoir des pipelines qui peuvent partir dans tous les sens. Le but, c'est que, en fait, on itère au fur et à mesure. Et donc, cette question, vous faites le monitoring et c'est vous qui allez après faire ce petit fine-tuning. Exactement, oui. Parce que ça reste finalement plus facilement de notre côté. Finalement, CPU et RAM, ça ne leur parle pas du tout. Donc, si du coup, moi, le but, c'est que ce soit nous qui le fassions dans notre repo Airflow, directement, en fonction des projets. Et comme ça, au moins, ils sont plus safe là-dessus. Ils n'ont pas à le gérer. Merci. Merci à tous. Merci beaucoup.